D'accord. Accord. Corps à corps. Alors, vous savez, lundi dernier, c'était la journée nationale de prévention du suicide. Et à cette occasion, Santé publique France a publié son dernier baromètre. Et on y apprend notamment donc, que les pensées suicidaires et les tentatives de suicide des jeunes adultes, notamment, sont en nette augmentation, voire ont doublé de 2017 à 2021. Alors, je vous donne quelques chiffres comme ça. Pour les pensées suicidaires en 2017, pour les 18-24 ans, on avait 4,6% des sondés qui confiaient avoir des idées suicidaires. On est passé en 2020 à 7,4%. Et puis, donc, on augmente jusqu'à doubler en 2021. Tentative de suicide, là on était sur les pensées suicidaires. Pour les tentatives de suicide, en 2017, la part de jeunes adultes qui déclaraient avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie était de 6,1%. En 2020, elle est de 8,9% et de 10,8% donc, voilà, en 2021. Santé publique France note un impact important d'ailleurs de l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale de la population. On va en parler d'ailleurs. Elle fait le constat d'une détérioration plus importante de la santé des plus jeunes à la suite de cette pandémie. Et enfin, elle écrit que la tendance au suicide est quand même aussi une tendance en hausse générale depuis 2005 sur toutes les tranches d'âge confondues. Donc, et elle note évidemment que les personnes sans emploi, qui n'ont pas le baccalauréat ou qui vivent seules ou qui sont dans un cadre monoparental sont plus vulnérables. Mais ça semble assez logique. Et alors, quelle est la réponse de Santé publique France? Et c'est là qu'on va se demander, nous, si la réponse est bonne aussi. Elle appelle à renforcer les politiques de prévention et une meilleure compréhension des mécanismes qui affectent la santé mentale des plus jeunes depuis la pandémie de Covid-19. Quelles sont les vraies raisons de ce malaise qui pousse au suicide, notamment chez les plus jeunes? Eh bien, nous, c'est ce qu'on voulait aborder avec nos deux invités que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Pierre Le Vigan. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes essayiste, urbaniste, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont Nietzsche et l'Europe aux éditions Perspectives Libres, inventaire de la modernité avant liquidation. Celui-ci peut être à peu près en coïncidence avec notre sujet chez Avatar Édition, L'homme sans lien aux éditions Perspectives Libres, ou encore Le coma français aux éditions toujours Perspectives Libres. Et puis nous sommes avec Nicolas Duic, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychiatre des hôpitaux, ancien député et maire de Brienne-le-Château dans l'Aube et vice-président du mouvement politique Droite Populaire. Alors, peut-être commencer par le psychiatre ici, Nicolas Duic, pour comprendre ces chiffres que vous connaissez. Vous aviez déjà écrit des articles là-dessus, sur de toute façon un phénomène de suicide qui augmente en fait depuis 2005 et qui n'a cessé d'augmenter, qui a même doublé et qui a été accéléré, on va dire, par la crise du Covid et surtout, disons-le immédiatement, par sa gestion. Oui, c'est-à-dire que je suis surtout préoccupé par la précocité des troubles en général. C'est-à-dire que là où j'étais jeune interne à l'assistance publique hôpitaux de Paris, lorsque je traînais mes guêtres dans les différents hôpitaux parisiens, nous voyons des entrées, par exemple, dans ce que nous appelons les schizophrénies, vers 18-20 ans chez des grands adolescents. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles de 14 ou 15 ans qui ont des pensées floues, des troubles de l'humeur, des choses qui sont mal construites et qui rentrent en schizophrénie. C'est-à-dire que les troubles sont plus précoces. La physiologie des adolescents a également évolué et ceci a son importance pour les services puisque les aînés ont considérablement fermé le nombre de lits d'hospitalisation dans l'idée qu'il n'y aurait plus besoin de lits, qu'ils étaient épatants et que tout pourrait être géré uniquement par la parole. Or, dans une société où le cadre a tendance à disparaître, où les limites ne sont pas posées, limites qui rassurent les enfants, car j'ai l'habitude de dire à des enfants que la personne qui leur dit non est une personne qui pense à eux et qui les aime, et que celui qui ne s'occupe pas d'eux, qui n'en a rien à faire, leur dira toujours oui à tout pour avoir la paix. Et nous avons eu une société qui cherchait à tout prix à avoir la paix, qui a positionner les adolescents comme si c'était des adultes et avec deux dernières vignettes cliniques pour ne pas être trop long. La première, elle est langagière, c'est-à-dire que depuis des années, je suis toujours étonné par ces euphémismes et cette volonté d'aller toujours plus vite. Les lycéens ne se disent plus lycéens, ils se disent adolescents comme si être lycéen c'était un péché. Et puis la chose aussi très importante pour les plus jeunes, je suis frappé par le nombre d'enfants qui n'ont jamais vu les étoiles de leur vie. Ça signifie qu'ils n'ont accès à aucun contact avec les rythmes naturels, ils n'ont accès à aucune espérance, à aucune transcendance. Et dans ces conditions-là, on crée un vide. Et à chaque fois qu'une frustration survient, le passage à l'acte
Et là, au lieu de la pensée, c'est une faillite de la pensée, c'est une faillite du verbe. Mmh. À ce sujet, Pierre Le Vigan. Oui, alors je vais revenir un petit peu sur le constat que vous avez fait, Mmh. Clémence, hein. Alors sans accabler les auditeurs de chiffres, hein, mais effectivement, depuis 4-5 ans, on a un quasi-doublement des pensées suicidaires et des tentatives de suicide. Heureusement, pas toutes réussies, mais donc chez les jeunes adultes. Oui. Deuxième aspect, c'est que en fait, la moyenne des tentatives de suicide chez les jeunes adultes était inférieure à la moyenne générale des adultes de 18 à 85 ans. Or, maintenant, c'est le contraire. Mmh. C'est-à-dire que les jeunes sont au-dessus de la moyenne générale. Mmh. Troisième aspect qui est important, qu'on trouve aussi dans d'autres études, c'est le fait que les jeunes femmes sont plus sensibles, plus sujettes, si je puis dire, à ces tentatives de suicide et à ces pensées qui vont avec, que les jeunes hommes. Et puis effectivement, Ce qui ne représente pas non plus d'habitude l'habitude des suicides. Par exemple, on sait que les hommes passent beaucoup plus à l'acte que les femmes alors habituellement. effectivement, les suicides réussis, entre Mmh. guillemets, sont à 75% des suicides masculins. Mais par contre, les tentatives sont de plus en plus Féminin. majoritaires, si je puis dire, chez les femmes. Mmh. Et puis le dernier aspect que notre D'abord Nicolas Duc. interlocuteur, psychiatre, ancien élu aussi, a souligné, c'est les très jeunes et vraiment un aspect relativement nouveau, c'est l'explosion des tentatives de suicide, enfin, en tout cas des pensées suicidaires chez les moins de 13 ans. Mmh. Ce qui est vraiment un phénomène très inquiétant parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver quand les moins de 13 ans Évidemment. auront 18-24 ans. Voilà donc voilà ce que je voulais un petit peu apporter Ouais. comme complément sur le constat. Et sur Euh, l'analyse alors. alors sur l'analyse, bon, il y a toujours les analyses à la fois triviales et vraies. Oui, le manque d'emploi. Bon, et il est évident que le désœuvrement dû au fait d'être au chômage Bien sûr. favorise la dépression en général et les envies de suicide en Bon, de toute particulier. façon, on explique toujours, je vais le dire tout de suite comme ça en introduction, le suicide est toujours multifactoriel. Moi, j'avais fait une longue enquête sur le suicide, notamment des paysans et des agriculteurs. Il est toujours multifactoriel, de la police aussi. Donc on verra toujours une accumulation, enfin une série des raisons. Malgré tout, je tends à croire, mais c'est aussi pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir tous les deux, qu'il y a un phénomène de fond, une vague de fond qui vient de notre société. C'est aussi là-dessus que je voulais vous interroger. Absolument. Donc, la tendance dominante de l'idéologie dominante, c'est de tout ramener au social, que ce soit les émeutes, que ce soit le suicide des jeunes ou des moins jeunes, du reste. Il est bien évident que ça va tout au-delà. Comme disait George Steiner, il y a un problème de panne morale de notre société. C'est-à-dire que notre société ne propose plus une éthique, ne propose plus une façon de se tenir, ne propose plus non plus un horizon. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond. Mmh. Il y a le néo-capitalisme spectaculaire avec la télévision, l'envahissement du règne des écrans, la numérisation de la société. L'expression, je crois, de néo-capitalisme spectaculaire vient de l'historien de l'art Georges Didier Huberman, psychanalyste. Toute une série de gens se retrouvent sur ce constat. René Girard avait aussi expliqué, il avait émis une hypothèse qui n'est pas inintéressante, c'est le culte du soi, en fait, l'homme devenu Dieu. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du On a moment perdu où... le sacré, Voilà. et l'homme devient son À propre partir Dieu. du moment où il y a une perte du sacré, ou plus précisément le sacré n'est plus que soi-même, Mmh. c'est ce que Rémi Brague appelait le tout à l'ego, EGO, eh bien effectivement, si on se déçoit soi-même, ce qui est inévitable parce que nous sommes des êtres imparfaits, même si nous avons nos qualités propres, si on se déçoit soi-même, effectivement, le suicide apparaît comme entre guillemets, comme une porte de sortie. Mais si je voulais vraiment résumer de manière psychologique, au-delà du contexte social, à mon avis, l'élément principal du suicide, c'est la perte de l'estime de soi. Alors, on va revenir là-dessus. Juste un mot à l'urbaniste, là, avant de redonner la parole à Nicolas Duc, mais je sais que ça va vous intéresser, docteur Duc, donc justement, je suis contente que vous entendiez ça. Vous êtes également urbaniste. C'est ça qui est intéressant, vous avez cette casquette, cette vision des choses. Et justement, tout à l'heure, vous disiez, notre société ne propose plus de vision. Il se trouve que même je trouve que dans la création faite par l'homme aujourd'hui et dans l'urbanisme,
mais et ailleurs aussi. On ne cherche plus. Alors, il y a peut-être un réveil aujourd'hui, mais pendant très longtemps, on a pu chercher le beau et on a écrasé notre paysage de monuments, d'immeubles, d'implantations immobilières LED et qui justement ne permettent pas la vision. Donc je voulais, si vous pouvez dresser un parallèle justement entre ce que vous disiez, enfin cette formule que vous disiez, nous n'avons pas de vision, mais finalement c'est tous les jours dans notre quotidien que nous n'avons pas de vision non plus. Est-ce que ça contraint Oui, également? alors, comme le disait Nicolas Duic, voir les étoiles, ça ou porter une étoile en soi, ça c'est une chose très importante. Mais c'est vrai que l'impasse faite sur le beau remonte à plusieurs décennies et ça continue au nom de l'écologie. Puisqu'actuellement, le seul critère pour construire un logement, c'est est-ce que le DPE Oui, on en parlait juste sera avant. bien, sera compétitif, etc. Mm. Ce qui veut dire qu'on produit très souvent des bâtiments à faible consommation énergétique, pour ce qui est des bâtiments très récents, bien Mm. entendu, ou on nous dit à énergie positive, qu'importe, mais on fait l'impasse complète sur la beauté. Mm. Et il n'y a pas une incompatibilité de principe entre cela et la beauté, mais il se trouve que très concrètement, on constate que la plupart de ces logements qui consomment peu sont très moches, Mm. parce qu'en fait, toute l'énergie demandée aux ingénieurs et aux architectes a été sur l'économie d'énergie Mm. et rien sur la beauté. Mm. Or, on ne vit pas, Pour des je chiffres. veux dire, on n'est pas heureux parce qu'on a un DPE A ou un DPE B. Mm. On est heureux parce qu'on a une vue sur quelque chose, sur un Oui. beau lac, Oui. sur une futaie, Mais c'est sur un bois de une belle bouleau. symbolisation de ce qui se passe en fait. Le DPE, c'est le cadre chiffré, les catégories, mais qui ne correspondent absolument pas à notre humanité en fait. Nicolas Duc. Oui, alors il y a deux aspects qui sont évoqués. Je pensais aussi aux politiques naturellement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, enfant, jeune adulte, adolescent, de vivre dans une période où chaque candidat à la présidentielle de la République pouvait fournir un récit qui était une explication du monde. Nous manquons aujourd'hui de vision politique à long terme. Alors, tout le monde est responsable naturellement. J'avais l'habitude toujours de dire à mes équipes que Colbert plantait les forêts pour la marine du siècle suivant. Mm. Et tout le monde rêve à ces conseils mythiques, je crois sous Georges Pompidou, où ont été décidés tous les programmes d'investissement. Donc il n'y a plus, comme le dit mon ami Henri Guénaud, il n'y a plus de plan, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de temps long en politique, alors que les dirigeants chinois, eux, je peux vous dire, calculent la préemption de toutes les matières premières du Pacifique pour leur population pour les 30 à 50 ans qui viennent. Mm. Donc la population générale n'a plus droit, du fait de la part du politique, à ce récit qui est une explication holistique du monde. Mm. Deuxième élément, depuis longtemps, il n'y a pas de repère identificatoire pour les nouvelles générations. Je ne veux pas être méprisant sur le football par rapport au rugby, le débat entre le ballon ovale, je préfère de loin au ballon rond. Je pense que Marx était le prophète non pas du XXe mais du XXIe siècle et que le football est un peu l'opium du peuple à l'heure actuelle. Et je dis ça un peu, pas uniquement par provocation, c'est-à-dire que vous aviez auparavant des grands politiques, des grands écrivains, des grands savants, d'autres grandes professions, de grands artistes auxquels pouvaient s'identifier les enfants qui allaient à l'école ou qui fréquentaient après le lycée. Aujourd'hui, que proposent ces grandes vedettes, sinon un enrichissement personnel? Quelle est l'explication du monde qui est donnée par le football? Donc vous voyez, il y a cette absence d'explication du monde, cette absence de transcendance. La transcendance n'est pas forcément religieuse. Vous avez beaucoup de philosophes qui travaillent sur ces sujets. La transcendance n'a pas forcément être religieuse. Une absence d'éthique et donc aussi une absence de généalogie. Je suis impressionné par le nombre de ces personnes que je reçois qui donnent des prénoms qui n'ont aucune signification, qui ne sont ni inscrits dans la culture des ancêtres ni dans la culture actuelle. Et c'est moi qui suis plus curieux qu'eux pour se souvenir que l'arrière-grand-père était turc, qu'il était polonais, qu'il était italien. Ils ne font aucune recherche. Vous avez une population générale qui vit dans l'instant présent. Et vivant dans l'instant présent, mais dans pas de racines, elle est désespérée parce qu'elle n'a pas de passé, donc elle n'a pas de futur. Et quand vous rajoutez à cela le fait que les adolescents sont une période, représentent une période qui est relativement récente. À Rome, le jeune patricien portait la toge à 16 ans. Mais à 16 ans, il était formé
Le jeune ouvrier, au début du XXe siècle, son père l'attendait à la sortie du certificat d'études, lui donnait un vélo, il allait travailler. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir des périodes de formation qui sont plus longues, ce que l'on appelle l'adolescence, qui se prolongent. Pas forcément un mal, ça veut dire que nos connaissances, normalement, se sont accentuées, que les temps de formation sont plus longs et qu'on laisse ce temps aux jeunes adultes pour se former. Mais les adolescents ne raisonnent pas comme des adultes. C'est-à-dire qu'on les confronte aux pires turpitudes de l'âme humaine lorsqu'ils regardent les écrans sous aucun filtre. On leur donne un décalage complet entre ce qu'ils vivent au quotidien et une vie rêvée, tout en détruisant les rêves, les étoiles dont nous parlions tout à l'heure, les rythmes de la nature. La cuisine, par exemple, je suis toujours désespéré comme mère de voir ces pères qui achetaient des packs de bière et des pizzas sans véritable fromage pour leurs enfants qui, à 100 mètres des champs, allaient toute la journée des fins de semaine jouer aux jeux vidéo et regarder la télévision. C'est-à-dire que vous avez un abêtissement de la population en général, un mépris de ce qu'on appelle le prolétariat qui est généralisé, et les 35 heures sont un peu en rapport avec cela, parce que vous avez la vision positive qui est ce que Feu Mitterrand disait, la société des loisirs. Encore faut-il avoir de l'argent pour pouvoir se payer des loisirs. Et puis la réalité qui était qu'on considérait à terme qu'il y aurait deux humanités, une humanité digne de travailler et une autre concernant des gens qui ne pourraient être que nourris par du pain et des jeux, comme à la chute de la Rome impériale. Donc, dans tout cela, comment voulez-vous que nos enfants puissent se construire si on ne leur donne pas de généalogie, si on ne leur donne pas d'espérance, si on ne leur donne pas de transcendance et si on ne leur donne pas de repères identificatoires forts? Donc le vide survient, la moindre contrariété, la moindre insatisfaction des pulsions et des besoins immédiats engendre une béance, un trou, et c'est le passage à l'acte auto-agressif. Oui. Alors, il y a une dernière petite chose qu'il faut distinguer, ce sont les pensées suicidaires, parce que je me demande toujours comment ces sondages mesurent les pensées suicidaires, parce qu'entrer dans l'esprit des gens, c'est tout de même assez compliqué, y compris statistiquement. Beaucoup de personnes dans ces âges peuvent avoir des pensées suicidaires sans pour autant passer à l'acte. C'est même pour moi parfois un signe d'intelligence. Vous voyez, donc il faut toujours un petit peu nuancer les choses. Et quant au passage à l'acte impulsif, qu'on appelle souvent les tentatives de suicide, mais surtout les intoxications médicamenteuses volontaires, parfois avec l'armoire à pharmacie des parents, ce qui pose quand même des questions. Moi, j'avais déjà depuis 20 ou 30 ans beaucoup de jeunes filles, plus de jeunes filles que de jeunes garçons. D'accord. Alors, beaucoup d'éléments. Juste sur les pensées suicidaires, moi, j'ai noté ça, justement, je trouvais ça étonnant. Les pensées suicidaires sont moins importantes que les tentatives de suicide. Donc, comme quoi le sondage n'est pas tout à fait, a priori, il y a moins de tentatives que de pensées. Enfin, je pense. Heureusement, c'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir de temps en temps des moments de difficulté dans votre vie, des moments d'interrogation métaphysique dans cette phase de préparation à l'âge adulte qui est l'adolescence, sans pour autant passer à l'acte. Oui, bien sûr, mais là c'est l'inverse. Là, les pensées sont moins nombreuses que les tentatives. Enfin bon, dans le sondage, on ne va pas polémiquer sur les chiffres. Je trouve cela un peu curieux, parce qu'heureusement, sinon nous serions quand même de moins en moins nombreux. Ça fait des décennies que vous avez des adolescents, quand vous les écoutez, qui peuvent avoir des passages difficiles, qui peuvent avoir des pensées suicidaires sans passer à l'acte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les filtres qu'il y avait auparavant, il n'y a plus les assises narcissiques en quelque sorte qu'il y avait auparavant, il n'y a plus ce lien humain, et d'où l'intérêt de l'urbanisme, parce que l'urbanisme, c'est pas non seulement les constructions elles-mêmes, c'est aussi créer des espaces de circulation et de liens au sein de la société, d'où les difficultés de ces grandes constructions qui ont été faites dans l'après-guerre ou dans les années 60 en France, parce qu'il fallait loger les gens. Il fallait loger rapidement et accueillir une population qui allait travailler dans nos usines. Mais on a construit de fausses villes qui n'ont pas d'histoire et qui n'ont pas les commerces, qui n'ont pas les lieux de réunion, d'où ces questions que nous avons aussi dans ce qu'on appelle les banlieues. Oui, tout à fait. Je pense que tout ça est fondamental, et on va en reparler avec vous, Pierre Le Vigan. Il y a une époque, le confessionnal, c'était le café aussi. Oui, l'endroit où on allait parler de ses problèmes, de la femme qui allait partir, du gosse qui tournait mal, c'était le café. Et comme l'église était le lieu de retrouvailles, et voilà, même si c'était pas l'église, il y avait le marché devant l'église. Où ça la remplaçait. Voilà, et il y avait le marché devant l'église, et il y avait les danses. Donc c'est pas forcément, encore une fois, pour dire qu'on n'était pas obligé de s'arrêter aux religieux, mais il y avait les danses
du vendredi, les Tout à fait, festives, ouais. Les danses sur populaires, la quoi. place populaire, voilà, sur la place de l'église. Et d'ailleurs, moi, je suis au Pays Basque et ça continue là-bas. Petite vignette clinique sur les danses. Quand vous allez aujourd'hui, d'ailleurs les jeunes en ont de moins en moins du fait de la Covid et de la réglementation qui devient extrêmement complexe, il y a moins en moins de boîtes de nuit. Ça devient très difficile de tenir un tel établissement. Bon, j'étais frappé la dernière fois que j'y ai mis les pieds il y a quelques années de voir que plus aucun des jeunes ne dansait ensemble. Il n'y a plus de jeunes qui savent, ça va être très vieux schnock ce que je vais vous dire, qui savent danser le rock, qui dansent le slow. Mm. Donc, ils sont tous atomisés, isolés et avec un rapport à l'alcool venu d'Europe du Nord, avec des alcoolisations massives dont il faut parler aussi, Oui. et aiguës pour rechercher l'ivresse rapide et l'assommoir rapide. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans la recherche des paradis Le binge artificiels. drinking. Voilà, mais c'est la recherche en général des paradis artificiels parce que la réalité devient insupportable du fait qu'ils ne sont pas armés pour l'affronter. Oui. Alors, beaucoup de choses que vous avez dit, et je voudrais juste élargir le sujet parce que c'est absolument fondamental ce que vous avez dit tous les deux, finalement, plus d'identité, plus de vision et voilà, plus de temps long. Donc, pour résumer, plus de racines. Et plus de racines, qui dit plus de racines, donc plus d'enracinement, hein, dit à la première crise, justement, on est emporté par le vent et par la tempête. Or, il se trouve que nous sommes dans une période de crise, pour compléter ce qu'on disait, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit, et qui nous met dans ce climat de guerre permanente. Nous sommes en guerre, hein, rappelez-vous ses propos. Nous sommes en guerre contre le Covid, nous sommes en guerre contre l'Ukraine, nous sommes en guerre permanente, et nos libertés et nos droits d'ailleurs, au passage, sont à chaque fois atteints un petit peu plus dans cette guerre. Donc nous sommes dans une crise morale, sociale, et une ambiance comme ça de détérioration de nos libertés permanente. Donc je voulais rajouter ça. En fait, c'est l'effet tempête de la plante déjà déracinée. Et là-dessus, Pierre Le Vigan, je vous donne la parole. Oui, alors je crois que tout à l'heure, en évoquant ce qui avait changé dans notre société, notamment l'éclipse de la danse, et surtout l'éclipse de la danse à deux, alors effectivement, on me disait aussi que les slows n'existent quasiment plus dans les discothèques, et les gens de 70 ans le regrettent, mais d'une manière générale, effectivement... Oui, c'est d'une trentaine d'années aussi, rassurez-vous. Il me semble que ça fait pas mal de décennies que ça a quasiment disparu. Moi, j'ai connu ça encore à mon époque. Hein. Bon, et pourtant, ce n'est pas une époque très lointaine. Mais effectivement, ça, c'est une question très importante, parce que la danse solitaire, alors certes, ça peut être une danse sportive, ça peut être du jazz dance, ça peut être des choses plus ou moins acrobatiques, qui ont des qualités sportives évidentes, mais c'est vrai que la danse, c'est quand même fait pour relier. Il y a une fonction de reliance, c'est le point commun, si je puis dire, avec la religion. Et d'ailleurs, dans une fête de village, il y a la messe et souvent il y a les danses ensuite. Eh bien, je pense qu'effectivement, là, l'un des remèdes, à mon avis, d'une manière générale à la dépression de notre société, c'est précisément, ça serait le retour de la danse, mais fondamentalement de la danse à deux, ou de la danse à plusieurs, puisque les danses folkloriques, les danses populaires, sont souvent des rondes, ou des rondes. Le rond d'Argenton-sur-Creuse, par exemple, etc., parmi bien d'autres. Et donc là, ce sont des danses de liens où on alterne sans arrêt, d'ailleurs, de partenaires. Il y a tout un... Ça symbolise, en fait, la circulation des énergies dans la société, dans une communauté, qui est en général la communauté villageoise. Et les autres danses qui peuvent exister à deux, il y en a beaucoup. Il y a le rock, mais il y a des danses qui sont liées à d'autres musiques. Alors il y a les danses liées à des musiques des Caraïbes, la kizomba, la bachata, etc. Il y a aussi une danse qui est liée... Je ne savais pas que vous étiez expert en danse. Il y a aussi une danse qui est liée à une musique
largement européenne, bien que métissée aussi, d'influence indienne et un petit peu d'influence noire, c'est tout simplement le tango argentin, qui a eu sa période de grand succès il y a 20 ans. C'est un petit peu retombé, mais enfin, il y a encore pas mal de lieux un petit peu partout en France, dans les grandes villes en tout cas. Et là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est fondamentalement basé sur la connexion entre un homme et une femme, généralement, mais bon, c'est vrai que quand la parité n'est pas assurée, ce qui peut arriver dans ce genre de danse, deux femmes peuvent danser ensemble, deux hommes peuvent danser ensemble. En tout cas, c'est basé sur la connexion entre humains et sur la circulation, parce que quand bien même on vient en couple, on peut venir en couple, on ne danse pas qu'avec son partenaire amoureux habituel. C'est pas du tout le... Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a aussi une dimension extrêmement éducative dans les rapports hommes-femmes. Oui. Puisque le principe du tango, c'est un grand respect. C'est une forme de rituel, en fait. Homme-femme, voilà. Et c'est justement de mettre à distance la sexualisation tout en ayant un rapport de relative proximité physique. Donc il y a une dimension éducative. L'éducation nationale, à la limite, si elle faisait son travail, pourrait faire des initiations à ce genre de danse de couple. Oui, mais vous avez bien vu qu'il s'occupe de l'éducation à la sexualité. Oui, voilà, aux toilettes non genrées. C'est très important parce que vous parlez de ce lien qui se crée dans une forme de rituel, de rite finalement de la danse ici, qui à mon avis date de l'ère païenne. Enfin, tout ça reste et c'est pas pour rien à mon avis dans la création de notre société. Et il se trouve que justement, donc Santé publique France, mais on n'avait pas besoin de Santé publique France, mais je vais la citer parce qu'il y a une étude, note l'impact important de l'épidémie Covid sur la santé mentale de la population. En gros, les tentatives de suicide ont vraiment augmenté depuis ce moment-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent c'est l'épidémie de Covid qui a joué sur la santé mentale. Non, c'est pas l'épidémie, c'est la gestion de l'épidémie, notamment les confinements. Absolument. Et l'interdiction totale de se voir, de s'embrasser, d'aller voir sa grand-mère pour Noël ou d'aller voir son ami ailleurs. Et là, Nicolas Duc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, ce que je constate, c'est que les torts ont été assez importants pour les enfants qui eux-mêmes avaient du mal, sans doute, à socialiser. Je parle surtout des préadolescents qui ont perdu 2 années. Et c'est très difficile de gagner 2 années quand vous êtes plus jeune. Nous faisons tous cette expérience du rapport au temps. Quand nous étions à l'école primaire, l'école élémentaire maintenant, une année scolaire, ça semblait extrêmement long. Aujourd'hui, moi qui prends un peu d'âge, une année passe extrêmement vite. Donc 2 années avec confinement, déconfinement, quand vous avez entre 9 et 12 ans, c'est extrêmement long. Cela vous coupe des pairs du même âge et ça vous coupe de ce moment où vous commencez justement à quitter le cocon familial pour créer des relations avec des pairs du même âge. Et c'est ça qui est très difficile, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ces enfants ont perdu 2 années importantes de leur vie qu'ils doivent rattraper. Et alors, du coup, ceux pour lesquels c'est plus difficile que les autres, pour différentes raisons, eh bien, se trouvent beaucoup plus décalés par rapport aux pairs du même âge, d'où une souffrance et une difficulté. Voilà. Et puis, sans évidemment parler de tout ce qui avait été dit dans l'ensemble des médias, de l'inégalité de certains confinements, être confiné quand vous avez 4 ou 5 frères ou sœurs dans un appartement en banlieue parisienne, c'est pas la même chose que ce que j'ai vécu, où pour moi c'était un paradis parce qu'enfin j'étais tout seul sur la route comme médecin. J'avais une sensation un petit peu de ce film avec Will Smith qui est en fait un remake de Fin du Monde. Mais ça c'est très important, c'est ce que je constate. Alors cela commence à s'atténuer un petit peu pour moi, je l'ai vu surtout il y a 1 ou 2 ans. Chez ces préadolescents qui sont des collégiens. Oui. Mais les troubles peuvent persister par rapport aux personnes plus fragiles pour différentes raisons, qui ont plus de mal que d'autres déjà pour socialiser. Mais oui, mais pour prendre un petit peu plus de recul, en plus de votre, évidemment, de votre vision de psychiatre qui est très importante sur ce sujet notamment, on parlait tout à l'heure du déracinement. Et là, on parle du lien, c'est-à-dire c'est encore encore une racine tendue finalement des temps que vivent ces jeunes.
le lien qui a été interdit pendant Ben, un an et Le demi. lien humain. Ouais. oui, mais ça rebondit en dehors de ce que j'essaie d'évoquer sur le tissage de ces liens avec les pères du même âge, Oui, parce qu'en plus les adolescents sont extrêmement intégristes, extrêmement autoritaires. C'est pas un hasard si mon professeur de philosophie nous rappelait autrefois que les Khmers rouges avaient donné des kalachnikovs à des gamins de 12-14 ans. Parce qu'à cet âge-là, vous êtes extrêmement rigide, extrêmement intolérant. Ce Mm. sont les adultes, normalement, qui Oui, sont tolérants. Les enfants et les adolescents sont radicaux. très durs entre eux. Ils ne sont Mm. absolument pas tendres. Et ce que vous évoquez, c'est aussi autre chose. C'est le rapport entre la famille nucléaire et le reste de la société. C'est-à-dire que dans certaines banlieues, par exemple, autrefois, ça pouvait être la cellule du Parti communiste, où c'était le Parti communiste qui, préparant la prise de pouvoir de manière insurrectionnelle, avec ses réseaux parallèles, structurait les sociétés. Dans d'autres endroits, c'était évidemment l'Église catholique romaine, car nous sommes un pays qui était essentiellement catholique romain. Et du coup, d'où le succès, à mon sens, de l'islam dévoyé sunnite que nous avons en France, qui n'a rien à voir avec les mutazilites ou les néo-mutazilites, parce que je rappelle qu'en Algérie, les jeunes qui se révoltaient contre le pouvoir se disaient néo-mutazilites. C'est quand Mm. même assez intéressant, mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire que Ouais. vous n'avez plus de lieu en dehors de la cellule nucléaire familiale qui permettent de faire société. Et c'est ce qu'évoquait notre urbaniste favori quand il évoquait le café. Alors, en zone rurale, cela un peu perdure parce que vous avez ces multiples associations sportives ou autres, mais essentiellement sportives, qui permettent de faire société. Dans les villages, vous avez ces salles des fêtes, dans chacun des villages qu'à un moment je critiquais pour des raisons budgétaires, mais qui ont aussi leur utilité. En ville, quand vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez avoir votre réseau de socialisation, mais quand vous avez un niveau de vie qui vous permet juste, en fait, de vous nourrir, de vous loger et de vous déplacer, Mm. que la Métro, boulot, télévision en dodo. permanence, voilà, que la télévision en permanence vous offre une société de consommation à laquelle vous n'avez plus accès, ce sont les fameux gilets jaunes qui sont la classe moyenne inférieure qui s'est prolétarisée. Là, ça induit une béance et une souffrance également pour les enfants qui n'ont pas accès, ou qui ne peuvent pas avoir accès à cette vie qu'on leur voit en permanence sur la télévision. Donc il y a une absence de liens de socialisation, de lieux de socialisation, pardonnez-moi, en dehors de la cellule nucléaire familiale pour continuer à se construire. Et dans le même temps, il y a ce télescopage entre une société de consommation vendue à longueur de journée par les coûts publicitaires qui interrompent toutes les émissions de télévision, de radio, et la réalité À la d'une nôtre. grande partie de la population qui n'y a plus accès. Mm. Ou qui, Alors, n'ayant pas de transcendance, ne mais peut bien pas sûr, passer outre cette souffrance. oui. La transcendance, en fait, le haut de l'arbre, la cime de l'arbre, comme la racine, sont les deux éléments qui permettent de faire tenir le tronc, finalement, si on résume l'image. Pierre Le Vigan. Oui, deux mots sur une question qu'on a effleurée en fait. Les mesures contre le Covid, hein, parce que ce sont elles qui ont été dramatiques, puisque Oui, c'est pas le justement Covid il y a eu lui-même hein, des, qui a voilà, il y a eu des provoqué. enquêtes auprès des jeunes. En fait, ce qui les a mis dans un état de dépression, pour beaucoup, c'est pas la peur La d'attraper maladie. la maladie, le Covid, mais ça a été les mesures de couvre-feu, confinement, Mm. passe sanitaire qui concrètement, si on ne Mm. l'avait pas, empêchait d'accéder à Où ils ont plein été d'ailleurs d'endroits. particulièrement pointés du doigt comme porteurs de vecteurs de la maladie. Tout à fait. Et donc, on peut dire aussi que finalement, l'un des aspects du mal-être des jeunes, mais aussi des moins jeunes, Bien c'est sûr. la numérisation à outrance de la vie. Et il faut quand même bien voir que toutes ces mesures dites anti-Covid ont consisté à être un accélérateur de numérisation extraordinaire. Mais ça a été voulu, ça a été assumé d'ailleurs en tant que tel par nos dirigeants. Mm. Hein, ça a été l'occasion de multiplier les livraisons de repas et de fermer les Eh restaurants. oui. Ils ont Voilà. du mal à se relever aujourd'hui, on les a régulièrement Voilà, ici. il y en a plein qui n'ont pas réouvert. Oui. Donc ça a été l'occasion d'ubériser la société, et l'ubérisation passe évidemment par la numérisation. Mm. Et là encore, en fait, pour lutter contre le mal-être, il faut dénumériser nos vies.
Oui. dans la mesure du Eh possible. ben, on y arrive justement parce qu'on est à la fin de cette émission, absolument passionnante. Hein. Justement, on voit bien donc la tendance, l'absence de liens sociaux qui a été organisée, l'absence d'identité, donc le déracinement. Nous avons une histoire en France, mais la culture française, l'histoire française n'est plus apprise et même reniée même par notre président de la République. Donc tout ça, c'est quand même programmé politiquement. Comment faire aujourd'hui pour éviter, pour un sursaut finalement par rapport à cette décadence sociale et politique. Un mot à chacun, je vais commencer par Nicolas Duc. Je crois qu'un ancien président de la République avait parlé de politique de civilisation. En fait, il faut réenseigner l'histoire chronologique, maîtriser sa propre histoire de telle sorte de s'ouvrir ensuite aux autres. Il ne s'agit pas de se replier sur soi, mais de bien comprendre, bien maîtriser sa langue. Déjà, maîtriser le français vous permet une grande liberté. Oui. Pour s'ouvrir aux autres, il faut savoir qui nous sommes soi, en fait. Voilà, c'est ça. Je me souviens de mon professeur de philosophie qui nous avait fait faire notre première dissertation sur une phrase de René Char, dont l'ordre est important: épouse et n'épouse pas ta maison. C'est-à-dire qu'il faut épouser son village et ensuite le quitter. Alors, Jacques Chardon avait une très belle formule. Il disait: creuse le puits, l'eau viendra. Ne cherche pas donc à être certain qu'il y a de l'eau à tel endroit, commence par creuser. Je dirais qu'effectivement... ça, on creuse aujourd'hui. Hein. Oui, ça c'est... dans un autre genre, on creuse encore plus profond que la piscine, mais pas dans le bon sens. Mais là, il s'agit de creuser positivement. Non, je pense que la solution, c'est que chacun crée des liens communautaires en fonction de ses aptitudes, de ses envies et de ses dons. En fait, il faut faire des choses. Fondamentalement, il faut faire des choses en fonction de ses capacités. Pour certains, ça va être faire du sport. Pour d'autres, ça peut être militer. Mais dans la vie réelle. Dans la vie réelle, c'est-à-dire cesser de passer du temps à chatter avec des inconnus ou à liker Dieu sait quoi, effectivement, et être dans la vie réelle pour faire des choses constructives, que ce soit un club photo, que ce soit un club de danse, voilà. Et donc être en lien avec des personnes qui vous font du bien. Donc, qui vous font du bien parce qu'ils ont une qualité humaine qui va elle-même retentir sur vous et vous tirer vers le haut, etc. Donc, c'est effectivement choisir son cercle d'appartenance. Recréer son village. Et recréer son village, si je puis dire, sachant que dans un village, il y avait toujours des gens qu'on n'avait pas envie de fréquenter, mais là, pour le coup, se créer son village avec des gens qu'on a envie de fréquenter. Tant qu'à faire. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Merci. C'était très enrichissant, cette société qui se porte mal, et cela se voit malheureusement sur les tentatives de suicide et sur les suicides, notamment des plus jeunes. Merci beaucoup à vous deux. Pierre Le Vigan, essayiste, urbaniste et auteur de ces nombreux ouvrages. Je vais citer le dernier, Le coma français aux éditions Perspectives Libres. Et Nicolas Duc, merci à vous, psychiatre des hôpitaux, ancien député et maire de Brienne-le-Château dans l'Aube et vice-président du mouvement politique Droite